Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Le Sud-Est internationalise son combat pour la libération de Dr Babacar Diop. La CEDEAO sera saisie. Les 4 nouveaux bacheliers, toujours en garde à vue à Ziguinchor au commissariat central, leurs camarades demandent leur libération. Les exportations de graines d'arachide au détriment des huiliers du Sénégal à Kaolack crient de détresse. Concurrence déloyale, le syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS dit non à la décision de Maître Moussa Diop. Ils interpellent le président de la République sur le projet du directeur général Afrique Demdik. La maintenance des avions suite à l'incident d'un appareil de transfert. La parole aux spécialistes. Les actualités internationales, Anna Rocha. Le journalisme reste un métier dangereux. 49 journalistes ont été tués en 2019 dans le monde. Le Mexique et la Syrie en tête des pays les plus meurtriers pour les professionnels des médias. En Mauritanie, l'ex-président Ould Abdelaziz en conférence de presse jeudi prochain, une première depuis son départ du pouvoir. Et puis 15 ans après le bombardement de Bouaké, Alassane Ouattara et Emmanuel Macron vont rendre hommage aux victimes, une première également depuis le drame. Développement à partir de 12h15, les sports, Malal Junior Diagne. Organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse au Sénégal en 2022, le docteur Nala Socéphal, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger, expert à l'I2AF, trace la voie du succès au Sénégal via un livre à paraître le 20 de ce mois. Le stade Léopold Sédar Senghor inquiète les sportifs du pays après la rencontre Jaraaf a expliqué le week-end dernier. Des voix s'élèvent pour demander la réhabilitation totale de l'infrastructure basketball. Enfin, avec Saint-Louis Basket Club qui a perdu son président, les dirigeants actuels demandent aux sociétés en place à Saint-Louis d'investir dans le cadre de la RSE pour aider la jeunesse. Ce sera vers midi et 25 minutes. La politique de logements sociaux au Sénégal prétexte l'audition du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana, face au HCCT aujourd'hui. On en parle d'un point de vue à la technique de ce grand journal, Abdoulaye Diop, et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Le Sud-Est enseignement supérieur reste déterminé pour la libération du docteur Babacar Diop. Celui-ci est en prison avec Guy Marius Sagna et compagnie arrêté lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité devant le palais présidentiel. Ces enseignants envisagent de saisir les juridictions internationales de la CEDEAO pour mener d'autres actions. Le secrétaire général du Sud-Est, Omar Dia, est joint par El Hadj Ndiogou Diène. Le juge d'instruction qu'il a mis sous mandat de dépôt ne peut pas ignorer que le docteur Babacar Diop a ce que l'on appelle en droit la garantie de représentation. Quelqu'un qui a une garantie de représentation, c'est quelqu'un qui a un travail enviable sur une adresse donnée et qui ne quitterait pas le pays, quelle que soit la circonstance. Et c'est exactement la situation du docteur Babacar Diop. Et quand quelqu'un remplit cette condition-là, à savoir la garantie de représentation, on ne le met pas en prison, sauf après jugement, ce qui n'est pas encore le cas. Le docteur Babacar Diop n'a pas été jugé. Donc, c'est comme si soit le juge d'instruction qui l'a mis sous mandat de dépôt ignore qu'il remplit cette condition-là, à savoir la garantie de représentation, ou tout simplement le juge d'instruction est téléguidé par qui sait-on. De toute façon, le Sud-Est est déterminé à poursuivre le combat et à obtenir la libération du docteur Babacar Diop. Les instances sont en train de délibérer et d'autres actions vont suivre sous la forme de tribune pour expliquer aux juges d'instruction qui ne semblent pas connaître ce qu'est la garantie de représentation, pour lui expliquer ce qu'est une garantie de représentation, et nous ferons également le bilan des actions internationales entreprises au niveau de l'international de l'éducation, mais également sur le plan judiciaire au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO et au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. Le collectif citoyen Nyolank Nyobagne tient une conférence de presse cet après-midi. C'est pour dévoiler la prochaine étape de son plan d'action. Ce collectif regroupant des membres de la société civile et des partis politiques ainsi que des organisations sociales se bat contre la hausse du prix de l'électricité
l'électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie arrêtés le 29 novembre dernier. Hier, 4 nouveaux bacheliers ont été interpellés à Ziguinchor. Ils étaient en train de déloger des écoles pour protester contre leur non-orientation dans les universités publiques. Les 4 bacheliers toujours en garde à vue au commissariat central. Leurs camarades exigent leur libération. Le porte-parole du collectif des bacheliers de Ziguinchor, Bala Moussa Camara, au micro de Lamine Ba. Ce matin, on était en réunion. Soudainement, les forces de l'ordre sont venues en civil. Ils ont attrapé plusieurs de nos amis. Et nous déplorons vraiment cela. L'État du Sénégal veut nous séparer afin de pouvoir mieux gouverner. Au moment où je vous parle, il y a des étrangers qui sont là, ils sont en train d'étudier. Et nous, les fils de ce pays, nous n'étudions pas jusqu'à présent. Ce n'est pas du tout normal. Nous déplorons vraiment cela. Nous sommes en règle et c'est notre droit. Parce qu'on est des Sénégalais, nous sommes des citoyens, on a le droit d'être orientés. On ne peut pas orienter des étrangers et nous laisser ici pourrir, tandis que leurs fils à eux, ils sont à l'étranger en train d'étudier. C'est pas du tout normal. Au lieu de nous écouter, ils nous arrêtent. Et aujourd'hui, on n'était même pas en mouvement. On était seulement venus afin d'en discuter, voir les démarches qu'on peut faire afin de trouver une solution à cela. Mais ils sont venus et nous ont arrêtés très rapidement. C'est pas du tout normal. Nous prenons vraiment cela. Et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout pour qu'ils libèrent nos camarades. On ne devait même pas déloger aujourd'hui, mais on a délogé le lycée de Niambo et les CM d'environ. On demande la libération de nos camarades. Sinon, nos frères étudiants d'Assane Sek vont intervenir. 2 semaines de grève, c'est le mot d'ordre des élèves du lycée de Saraya. C'est pour exiger la réhabilitation des toilettes de l'école et au retour des fêtes si rien n'est fait. Ils comptent poursuivre le mouvement. Ibrahima Diabakhate. Une semaine renouvelable, c'est le mot d'ordre de grève lancé à nouveau par les élèves du lycée de Saraya. À l'origine de ce mouvement demeure l'absence de toilettes notées au sein de leur établissement. Madi Kanté, président du gouvernement scolaire, au téléphone explique. Nous avons pris toute la semaine. Voilà, donc nous avons pu continuer le mouvement aujourd'hui. Voilà, sur un point à savoir le problème de toilette, c'est ça. Voilà, donc on a eu un décret une semaine. C'est ça, une semaine de grève. J'ai dit qu'on a su continuer le mouvement. J'avais dit ça. La semaine là, ça coïncide avec les fêtes. Est-ce que c'est pas une forme d'anticiper les fêtes de Noël? Non, nous avons commencé nos grèves depuis le 2 décembre. C'est pas pour anticiper la fête. Voilà, donc ce qui a été dit, donc nous avons pris une semaine renouvelable, ce qui veut dire au retour des fêtes, nous aurons une assemblée générale à faire et si on trouve que les conditions sont réunies, on reprendra les cours lendemain des retours. Au cas contraire, nous poursuivrons notre mouvement. Du côté de l'administration du lycée, des initiatives sont entreprises pour régler définitivement cette question de toilette qui a fini d'installer cet établissement dans une zone de turbulence. Ibrahima Diabakhate, Kédougou, RFM. La promiscuité, bientôt un vieux souvenir à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une promesse du directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Abdoulaye Sow annonce que 20 000 lits seront disponibles d'ici 2021. On l'écoute au micro d'Omar Ndiaye à Kaffrine. C'est des problèmes que le président Macky Sall a trouvés, mais au moins sur lesquels il s'est engagé de manière très forte. Je l'ai dit il y a quelques jours, nous étions, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, à 4 000 lits. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000. Nous pensons d'ici 2021 arriver à 20 000 lits. Ça veut dire qu'il a quadruplé la capacité. Et ensuite, le budget du COUD était à 8 milliards. Aujourd'hui, il l'a amené à 23 milliards. Quand même, il y a des efforts substantiels. Mais il est évident que la question de l'unité devrait être une question nationale. Une question sur laquelle il va y avoir de politique politicienne. Tant que nous politiserons les questions universitaires, il est évident que les crises ne manqueront pas. Mais je suis convaincu aujourd'hui qu'avec l'état d'esprit des étudiants, avec la volonté affichée du chef de l'État de trouver des solutions aux problèmes récurrents auxquels les étudiants font face, nous sommes sur le bon chemin pour trouver des solutions structurelles. L'enseignement coranique, parents pauvres de l'éducation, les Serigne Dara tirent la sonnette d'alarme et interpellent l'État. Ils demandent aux autorités d'appliquer les réformes annoncées. Appel lancé à l'occasion du concours national de récital de Coran à Tivaouane, où nous retrouvons Cheikh Anta Diop. Le problème des Dara doit être réglé définitivement, c'est la conviction des Serigne Dara. Ils se sont retrouvés à Tivaouane dans le cadre du concours national de récital de Coran. Ces organisateurs du concours ont passé en revue les initiatives des Serigne Dara pour apporter des solutions aux problèmes du secteur de l'éducation coranique. Adam Mboup, chargé de l'organisation du concours. Donc je pense que ça c'est un symbole et un appel fort
à tous les mécènes et les bienfaiteurs pour soutenir les Dara, parce que nous attendons beaucoup de l'État. Les Dara sont un peu les parents pauvres du système éducatif. Il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens, mais nous encourageons vivement l'État de les accélérer pour améliorer la qualité. Cette année, Tivaouane est à l'honneur. Des enfants talibés sont venus de toutes les localités du département de Tivaouane pour participer à ce concours. Et les organisateurs décernent un satisfecit total au maître coranique. On sent qu'il y a eu énormément d'efforts au niveau des Dara sur le tajwid, la récitation du Coran. Notamment ici à Tivaouane, vraiment on est très surpris et on pense qu'ils peuvent nous réserver de grandes surprises au niveau national. Seuls les meilleurs d'entre eux ont été choisis. Ils vont représenter le département de Tivaouane au niveau régional. Une manière de cultiver l'excellence. Ces talibés ont assuré une belle prestation au public de la cité de Seydi El Hadji Malick Sy. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM 94.0, la radio en puissance. Et vous suivez le grand journal à 12h10. Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et de l'action sociale sur le pied de grève. L'organisation va déposer un préavis le 2 février prochain. En attendant, un rassemblement est prévu les jours à venir devant le ministère de la Santé. Le syndicat dénonce un manque de respect de la tutelle qui ne prendrait pas en compte leurs revendications. Le secrétaire général du syndicat, Chersek, était l'invité de RFM Matin. La courtoisie voudrait, au moins, nous qui sommes des acteurs et des responsables, que le ministre au moins puisse s'asseoir avec nous, mais il nous traite avec mépris. Mais nous, en tant qu'organisation syndicale, notre rôle, c'est d'être à l'avant-garde et prendre toutes nos responsabilités face à cette situation que le ministre lui-même a créée. Pour rappel, on était en négociation avec le gouvernement et il y a plusieurs rencontres même qui ont été présidées par le Premier ministre. Au sortir, on avait continué avec les ministères concernés et avec le ministère de la Santé, notamment M. Ablaye Diouf. Et lui-même nous avait demandé de surseoir à ces négociations et qu'on devrait reprendre ces négociations tout juste après les élections. Mais depuis lors, non seulement il ne nous a pas appelés, mais on lui envoie des courriers, il ne répond même pas. Maintenant, il pense que peut-être nous ne représentons absolument rien. C'est pour ces raisons que jeudi, nous allons faire un point de presse, Inch'Allah, et nous allons dérouler un plan d'action. Et avant la fin de l'année, il y aura 2 jours de grève dont je laisserai la primeur au point de presse. Au-delà, nous envisageons aussi un vaste rassemblement au niveau du ministère de la Santé en début janvier. Bon, compte tenu du fait que aussi notre préavis va terminer à la fin de cette année, le 2 janvier déjà, nous allons déposer encore un autre préavis de grève qui va couvrir toute l'année 2020. Et d'autres actions seront menées. Et ce ne sera pas des actions de comme on dit, guessem, mais ça sera du Nyortabi. En tout cas, on fera un travail de terrain et les gens verront que c'est nous qui occupons les postes stratégiques. Et si on veut paralyser le système, on a les moyens de pouvoir paralyser ce système. Ce serait désolant d'en arriver là, mais il faudra, je pense que c'est la seule façon de nous faire respecter. Journée dédiée à la gendarmerie nationale à la foire de Dakar. Le pavillon brun déroule le tapis rouge au haut commandant de la gendarmerie nationale et au directeur de la justice militaire. Côté manifestation, il y a la quadrille des baïonnettes, l'escadron monté et la démonstration des équipes cynophiles. Nous y reviendrons avec Salimata Aou sur place. Le syndicat des transporteurs affiliés à la CNTS réagit après la sortie hier soir sur nos ondes du directeur général de la société Dakar Demdik, Maître Moussa Diop, qui a annoncé le lancement dans les prochains jours des bus Afrique Demdik. Ces transporteurs dénoncent une concurrence déloyale. Ils interpellent le chef de l'État pour une régulation du secteur du transport. Écoutons Mbahan Diouf, Mbahan Gomis, premier vice-président du syndicat national des transporteurs affiliés à la CNTS, au téléphone avec Elhaj Ndiogoudien. Nous dénonçons à Sénégal parce que tout simplement, je pense que nous sommes des acteurs officiels reconnus par l'État en délivrant des agréments pour pouvoir exploiter le secteur des transports routiers en matière de transport interurbain. Ensuite, en délivrant nos véhicules des autorisations de transport qu'on appelle la licence. Alors si aujourd'hui, à notre grande surprise, là où nous avons une grande souffrance parce qu'il y a une concurrence déloyale constatée par des véhicules particuliers, alors qu'ils nous arrachent notre activité professionnelle. Si maintenant l'État veut venir en second plan pour mettre à la disposition des usagers des bus climatisés, là aussi, ça recrée un autre problème. Nous interpellons le président de la République qu'il n'y a pas
une pièce intermédiaire entre le président et nous. Il n'y a pas un premier ministre, donc c'est lui le président de la République et c'est lui le garant de la population sénégalaise et de leurs biens. Donc, c'est pour laquelle nous voulons que le président nous entend et nous écoute et nous comprend. Mais vous, les transporteurs, qu'est-ce qui vous empêche de vous moderniser, d'avoir des bus climatisés et confortables comme la société de Kademtik? Voilà, vous avez touché là où on doit toucher. Si nous sommes des opérateurs et que nous sommes formalisés par l'État, mais également c'est l'État qui doit nous soutenir, qui doit nous accompagner. L'incident d'un appareil de la compagnie Transair à l'aéroport de Ziguinchor, prétexte pour s'intéresser à la maintenance des avions. Selon un spécialiste, les compagnies ont l'obligation de s'attacher les services de mécaniciens qualifiés et d'avoir des ateliers référents. Voyons tout cela avec Georges Détidiop. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous allons voir donc dans un instant, après l'incident d'un appareil de la compagnie Transair à l'aéroport de Ziguinchor, prétexte pour s'intéresser à la maintenance des avions. Georges Détidiop. 2 conditions pour mettre en place une compagnie aérienne. L'obtention d'un agrément de transport et un permis d'exploitation aérienne. Et pour le PIA, l'ANACIM est très exigeante. Les conditionnalités fondamentales pour obtenir un permis d'exploitation aérienne, c'est d'abord d'avoir des mécaniciens qualifiés, des pilotes qualifiés. Comment vous devez gérer votre avion, comment vous devez l'entretenir. Il y a ce qu'on appelle 2 types d'entretien. Il y a l'entretien curatif et l'entretien préventif. Donc tout ça, c'est-à-dire les visites quand l'avion atteint par exemple 1000 heures, il y a telle visite, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Xavier Diatta était pilote d'avion. Toute compagnie aérienne a l'obligation d'avoir des mécaniciens qualifiés, comme des pilotes qualifiés. On ne va pas dans l'aviation parce qu'on a fait de la mécanique auto quelque part et puis on vient dedans. Ça n'existe nulle part. Ce n'est pas tout. Les compagnies sont tenues d'avoir des ateliers référents. Seulement, le Sénégal ne dispose pas d'ateliers de type 2. En interne, vous devez avoir justement une cellule qui est chargée justement de la maintenance. Mais on vous demande un atelier référent qui permet par exemple pour les grosses pannes, qu'est-ce qui viendrait en appoint pour que justement assurer la vitalité et la viabilité de la compagnie. Bon, il se trouve que généralement ici, on n'a que des ateliers de type 1, tu vois. C'est-à-dire, on n'a pas de grands ateliers, genre 145, des trucs comme ça, ou 328. On n'en a pas. Donc, mais les compagnies ont l'obligation de signer des conventions avec des grands garages, avec des grands groupes qui sont spécialisés dans la maintenance. Et toute cette activité, elle est encadrée. On ne peut même pas tricher dedans. En plus de l'ANACIM, l'OACI veille aussi au grain. L'OACI donne au pays des directives pour la lisibilité sur la maintenance et les manquements influent dans la note de classification des compagnies et aéroports. Les 3 huileries de Kaolack crient leur désarroi, bilan bien en deçà des 600 tonnes de graines attendues. Les exportations sont passées par là. Les détails dans cette correspondance de Ibrahima Djamé. L'inquiétude fait tache d'huile dans les huileries à côté des travailleurs de la Sonacos et SA Lindiane. Ceux de la Copiole affichent la même peur avec la présence des étrangers, notamment des Chinois dans la campagne qu'ils disent être incapables de concurrencer. Sambawan, secrétaire général du syndicat des corps gras, section Copiole. Aujourd'hui, la situation est que les Chinois nous concurrencent de manière déloyale. Donc, c'est ce qui fait que aujourd'hui, on a appelé pour alerter l'opinion nationale et internationale sur la situation que vivent les huiliers. Mais non seulement les huiliers, mais c'est toute la filière qui est aujourd'hui impactée. En pareille période l'année dernière, la Copiole était à 17 000 tonnes de graines d'arachide collectées, alors qu'en ce moment, elle est à 200 tonnes, ce qui fait dire qu'il y a de réelles menaces sur les emplois. Les emplois sont déjà menacés, d'autant plus que, en fait, ce sont des sociétés saisonnières qui captent beaucoup de travailleurs saisonniers. Tous ces saisonniers-là sont actuellement au chômage. Ainsi, ils interpellent l'État à qui ils demandent de prendre ses responsabilités. Je ne sais pas quel accord ils ont eu avec l'État, mais ce que nous disons, nous refusons que les maigres graines que nos populations ont produites soient exportées vers l'extérieur. Nous le refusons catégoriquement. Et il est temps que l'État prenne ses responsabilités, mène des politiques hardies pour la relance de la filière arachidière, au lieu de faire du pilotage à vue. L'autre fait dénoncé par les travailleurs, c'est le fait que l'État laisse les étrangers se lancer très tôt dans la campagne pendant qu'on demande aux nationaux d'attendre l'ouverture officielle. Ibrahima Djamé Kaolack, Radio Futur Média. Préserver le capital semencier en dépit de l'inorganisation de la campagne de collecte des graines et de la faible production arachidière de cette année, c'est
possible. Ce n'est pas forcément un problème de quantité de semences, mais de respect des variétés en adéquation avec le cycle hivernal de nos différentes régions du pays. L'Institut sénégalais de recherche agricole est d'ailleurs à pied d'œuvre pour une bonne constitution du capital semencier. Explication Abdoulaye Cissé. C'est un travail en amont qui aboutit à une bonne campagne agricole, notamment arachidière, pour ce qui est de la constitution du capital semencier. Une mission dévolue à l'ISRA dans son aspect de création et de sélection des variétés. Et ce n'est pas tout, car il est surtout important de cartographier le territoire et définir la variété adaptée au cycle hivernal de chaque zone. Eladj Traoré, le directeur scientifique de l'Institut sénégalais de recherche agricole. Quand je prends le cas de l'arachide, il y a des zones où l'hivernage est un peu court. Donc, il nous faut des espèces à cycle court. Des zones où l'hivernage est assez moins, comme Kaolack Kaffrine, donc des espèces à cycle moins, 90 jours. Et des zones où l'hivernage est beaucoup plus long. Dans le sud, par exemple, il faut des espèces à cycle beaucoup plus long, 4 mois, etc. Donc, nous, on assure la production de semences de pré-base de ces espèces. Et ce n'est surtout pas la quantité de semences qui est le plus important pour la production. Les variétés ne sauraient justifier une baisse de la production. Il faut savoir cultiver la variété dans la zone agroécologique où elle est adaptée. Et si vous ne le faites pas, évidemment, vous ne pouvez pas avoir ça. Je vous donne un exemple. Si vous prenez une variété 120 jours, vous cultivez ça dans le Louga ou le Kaolack, vous n'allez pas récolter. Donc, mais je crois que là, le plus souvent, les paysans le savent. Donc, si on dit gâter à moule, vraiment, je n'ai pas des arguments pour le dire. Mais certainement, ce n'est pas un problème d'espèces, parce que les variétés sont connues et elles sont distribuées. Il y a une carte variétale du Sénégal en ce qui concerne l'arachide qui montre à chacun, quand vous êtes dans telle zone, voilà telle variété d'arachide que vous devez utiliser, vous devez cultiver. Maintenant, si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas avoir de bonnes récoltes. Au final, pas d'inquiétude majeure à avoir pour la constitution du capital semencier. Les paysans aussi peuvent bien faire un stock de leur production d'une année à l'autre. Mais souvent, c'est la conjoncture qui les oblige à tout vendre et à dépendre exclusivement de la distribution des semences. La dépouille de notre confrère Abdourahmane Kamara arrive cette nuit à l'aéroport international Blaise Diagne. Levée du corps demain mercredi à 9h à la mosquée Aboubakrine Sadir de Sacré-Cœur. Enterrement le même jour à Saint-Louis. Le directeur de publication du quotidien Walfadjri est décédé dimanche au Maroc des suites d'une maladie. RFM. L'actualité internationale. Analita Rocha, bonjour. Bonjour Binte Diallo, bonjour à tous. 49 journalistes ont été tués en 2019 dans le monde. C'est ce qui ressort du dernier bilan annuel de Reporters sans frontières. Pourtant, c'est beaucoup moins qu'en 2018. Le nombre de journalistes tués en 2019 a chuté de moitié, un niveau historiquement bas selon RSF. C'est parce que les zones de conflit sont moins meurtrières, mais le journalisme reste tout de même un métier dangereux. Plus de détails avec Soda Cham. Sur les 49 journalistes tués cette année, 46 sont des hommes et 3 des femmes. Plus de la moitié d'entre eux ont été tués dans des zones de paix. Mais aucun journaliste n'a perdu la vie lors d'un reportage à l'étranger. Ils ont tous été tués dans leur propre pays. Selon le bilan annuel de Reporters sans frontières, le Mexique et la Syrie sont les pays les plus meurtriers. 10 journalistes ont perdu la vie dans chacun de ces pays. En fait, Reporters sans frontières souligne que l'Amérique latine est devenue une zone aussi meurtrière pour les journalistes que le Moyen-Orient. Par ailleurs, les auteurs du rapport ont recensé 389 journalistes emprisonnés en 2019, soit une hausse de 12% par rapport à 2018. Reporters sans frontières précise que ce chiffre en hausse est d'autant plus préoccupant qu'il ne comprend pas les journalistes interpellés arbitrairement pendant quelques heures, quelques jours, voire plusieurs semaines. La Chine est à ce jour la plus grande prison de journalistes. En fait, 186 journalistes sont détenus dans seulement 3 pays, la Chine, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et en Mauritanie, Analita, l'ex-président Ould Abdelaziz en conférence de presse demain. Ce sera jeudi prochain, c'est cela. Ce sera une première Binta depuis son départ du pouvoir. Une conférence qui intervient à quelques jours du congrès du parti au pouvoir, l'UPR. À Nouakchott, on retrouve Mohamed Diop. Ce sera également la première sortie médiatique de Mohamed Ould Abdelaziz après l'éclatement de la crise l'opposant à son successeur et ami Mohamed Ould Ghazouani pour le contrôle du parti au pouvoir UPR, Union pour la République.
Mohamed Ould Abdelaziz a adressé une demande écrite au préfet concerné pour obtenir l'autorisation de tenir la conférence de presse dans un hôtel de la place. Une conférence de presse qui, si autorisée, se tiendra à quelques jours seulement de la tenue du congrès du parti au pouvoir, dont la quasi-totalité de son comité de gestion provisoire a tourné le dos à Mohamed Ould Abdelaziz, pourtant fondateur du parti, pour soutenir l'actuel chef de l'État, Mohamed Ould Ghazouani, qu'il considère désormais comme la seule référence du parti. Mohamed Diop Nouakchott, RFM. Côte d'Ivoire, 15 ans après le bombardement de Bouaké, les présidents Ouattara et Macron vont rendre hommage aux victimes. Hommage prévu dimanche prochain. Selon Radio France Internationale, ce serait une première puisqu'aucun président français ne s'est rendu sur place depuis le drame survenu en 2004 et qui avait coûté la vie à 9 soldats français et 1 soldat américain. Le drame avait provoqué des tensions même entre la France et la Côte d'Ivoire et les circonstances n'ont toujours pas été élucidées. En RDC, une coalition de chercheurs et d'avocats spécialisés dans les actions en justice contre des multinationales a déposé une plainte contre Apple, Microsoft, Alphabet, la maison mère de Google, Dell et Tesla. Plainte devant la Cour fédérale américaine. La coalition accuse ces sociétés d'avoir aidé et encouragé le travail d'enfants dans les mines de cobalt, Binta. Merci beaucoup Anna Rocha. Juste donner cette brève que vient de m'envoyer Ibrahima Djamé, notre correspondant à Kaolack. Incendie hier nuit au marché Guédje de Kaolack. 8 cantines, 11 béliers emportés par les flammes ainsi que beaucoup de matériel de menuiserie bois partis en fumée. La politique de logements sociaux au Sénégal prétexte l'audition du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoukarim Fofana, face au HCCT depuis ce matin. On en parlera tout à l'heure avec Mouni Rouli, directeur de la promotion de l'habitat social au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Jean-Pierre Dieng, secrétaire général de l'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal et membre de la Fédération sénégalaise des consommateurs. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Soda. Binta Diallo. Oui. Nous démarrons avec les JOJ 2022. Le docteur, comment il s'appelle? Nalla Sosé-Fall montre la voie du succès aux autorités. Il est enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est également instructeur à l'IAAF. Il est également entraîneur d'athlétisme. Il a écrit un livre donc avec le titre Histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs. Livre donc à paraître le 20 de ce mois. Il explique aux autorités et à tous les lecteurs comment préparer de futurs champions sur le plan olympique. Nous l'avons joint ce matin pour avoir plus d'informations avant son face-à-face avec la presse. Le docteur Nalla Sosé-Fall que nous écoutons. Si nous prenons l'exemple des nations qui ont eu à changer le système de préparation olympique, parce que l'avènement de la Russie avait bouleversé la hiérarchie mondiale et il fallait vraiment s'inspirer de ce qui se faisait en Russie pour vraiment créer une pyramide de la performance qui commencerait depuis les petites catégories pour arriver en senior. Donc, si nous voulons un système sérieux, nous devons investir dans le sport tout en sachant que les sports olympiques sont pris en charge par l'État à travers notamment la participation des collectivités territoriales qui sont assez dotées, mais aussi des entreprises qui financent le sport olympique pour vraiment redorer le blason de toutes les nations qui veulent vraiment exister dans la géopolitique internationale. Donc, il est important que le Sénégal investisse d'ores et déjà et il n'y a plus de temps à perdre parce qu'il est urgent vraiment de déterminer au moins la grosse pyramide et enfin, d'ici quelques années, d'ici 2022 ou 2021, on aura vraiment l'ossature d'une équipe nationale qui nous permettra de rebondir en 2024 et ainsi de suite de créer le déclic. Cérémonie de dédicace de son livre prévue vendredi prochain à 17h au siège de la Fédération sénégalaise d'athlétisme au stade Iba Mar Diop est annoncé à la cérémonie le ministre des Sports Mataba mais également le président du comité olympique national Mamadou Diagne-Ndiaye. Et nous allons parler à présent de l'état du stade, c'est bien ça, Léopold Sédar Senghor, oui, qui inquiète les sportifs. Qui inquiète les sportifs sénégalais avec la réception de l'AS Pikine, la réception du Jaraaf de l'AS Pikine. C'était donc le week-end dernier. Les sportifs se sont rendus compte de l'état de délabrement du stade Léopold Sédar Senghor, d'où le cri de cœur de tous les amoureux du football qui demandent à l'État une réhabilitation totale de cette infrastructure sur le Tcham.
Le stade Léopold Sédar Senghor est dans un état très délabré. Ceux qui ont assisté au match Jaraaf AS Pikine ne diront pas le contraire. D'abord, la pelouse qui empêche aux joueurs de bien dérouler leur système, ce qui n'honore pas le championnat sénégalais, estime le technicien Tassirou Diallo. Ce qu'on a vu ce jour-là, c'était un champ de patates parce que c'était pas un stade où on pouvait jouer un match de Ligue 1 parce que il y avait eu beaucoup de décousus au niveau du jeu et aussi vraiment c'était pas bien taillé, c'était pas huilé. Donc on a eu pas mal de problèmes pour le jeu, peut-être le repositionnement pour les balles qui viennent, comment les attaquer et tout. Donc ça aussi c'est vrai, je crois que on pouvait jouer peut-être même à Ibrahima Diop, je peux dire, ou un autre terrain qui était beaucoup plus assidu pour faire ça. Certes, il n'y a pas beaucoup de stades à Dakar pour accueillir les matchs, mais à défaut d'avoir une nouvelle infrastructure, la réhabilitation de certains stades s'impose selon le journaliste de l'APS, Salif Diallo. Ça c'est la triste réalité. Il est clair qu'un supporter qui veut venir sur un match, c'est pas le concerneur qui va y aller. Parce qu'il n'y a même pas un endroit pour s'asseoir. Il est clair et net aujourd'hui qu'il faut réhabiliter ce stade-là. Il ne faut même pas attendre la semaine prochaine ou le mois prochain. Il faut commencer dès à présent. On n'a pas assez d'air de jeu. Ça aussi, il ne faut pas le nier. Il faut y jouer, mais tout en réhabilitant. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Pour le moment, il n'y a que le Jaraaf qui reçoit au stade Léopold Sédar Senghor. Les autres clubs de Dakar, comme AS Douane et Niary Tally, ont trouvé refuge au stade Ndiarème et Amadou Barry de Guédiawaye. Basketball Malal Junior, Saint-Louis Basket Club est à la recherche de moyens pour la nouvelle saison. Après le départ de son président Alioune Badara Diop, les responsables du club invitent les sociétés établies à Saint-Louis et dans la région à mettre la main à la pâte dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise pour aider le sport saint-louisien en général et en particulier Saint-Louis Basket Club. Nous avons joint l'un des responsables de ce club, Lafon Ndiaye, qui invite également la première dame marraine du club à aider cette jeunesse sportive. Lafon, que nous écoutons. Saint-Louis Basket Club, c'est un club de ville. C'est un club de ville. Depuis pratiquement 12 ans, chaque année, il amène 1 ou 2 trophées. La chance d'avoir une marraine, Mme Faisal. Le parrain, c'est le maire Mansour Faye. Le président, c'était Aline Diop, il est parti. Maintenant, je crois que ce n'était pas en réunion avant-hier, mais c'était arrêté. On demande une audience au président Mansour Faye, pratiquement qui est le maire, le parrain, de discuter avec lui pour de voir dans quelles voies et moyens on peut redresser cette situation-là dans un premier temps. Mais en tant que sage aussi, en tant qu'ancien aussi de l'équipe, je lance encore un appel solennel aux autorités de Saint-Louis, aux sociétés de la ville de Saint-Louis, parce que Saint-Louis ne mérite pas cela. À tous les Saint-Louisiens où se trouve de sauver encore le Saint-Louis Basket Club pendant qu'il est temps. Depuis 12 ans, chaque année, on amène un trophée, 2 trophées. Saint-Louis ne mérite pas cela, la ville de Saint-Louis. Le basket de Saint-Louis ne mérite pas cela. La population de Saint-Louis ne mérite pas cela. Donc vraiment de grâce autour de la jeunesse, autour du sport, en particulier le basket, que les gens se retrouvent pour aider le sport de Saint-Louis. Il faut des moyens colossaux pour jouer ce premier rôle. Et pendant ce temps, mais à Saint-Louis, si l'équipe municipale ou je ne sais pas, la puissance publique ne peut pas gérer cette équipe-là, mais vraiment c'est extrêmement difficile.